If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour cette 4e et dernière table ronde du Recycle-Autour, nous parlons de la place du vélo en Île-de-France. Bienvenue sur le Recycle-Autour et pour la 4e et dernière table ronde de l'après-midi, où nous allons poser un diagnostic sur la place du vélo en Île-de-France et tenter d'imaginer un environnement plus favorable pour les franciliens et les franciliennes à vélo. Et pour alimenter cette discussion, on a le plaisir de recevoir Louis Bellenfant. Bonjour. Vous êtes président du collectif Vélo Île-de-France. Bienvenue à vous. Et bonjour, Johan Elvig. Bonjour. Vous êtes, quant à vous, membre du collectif Paris-en-Selle. Merci beaucoup d'être là tous les deux. Merci. Pour lancer le débat, je vous propose d'écouter l'auteur du livre Vélotaf, Jérôme Sorel, qui, en duplex depuis Angers, et un événement cycliste aussi, nous propose une réflexion. Donc il y en a pour 3 minutes. Merci aux organisateurs de cet événement CoRecycle de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette table ronde dont le thème est la campagne Yes We Bike, francilien à vélo. Quel diagnostic, quelle réalisation et quelle vision pour la région depuis les coronapistes. Je vais faire l'impasse sur le diagnostic et sur les réalisations et sur les coronapistes. Je crois juste, moi, de mon côté, c'est ma vision, que l'on se trompe d'objectif, que l'on se trompe de priorité. Et donc, si on se trompe d'objectif et de priorité, on se trompe de stratégie à mettre en place. Les infrastructures sont ce que j'appelle la mise en place de moyens pour que les citoyens puissent pédaler plus, mieux, de manière plus confortable et de manière plus sécurisée. La création d'infrastructures, c'est du temps long, c'est du temps très long, et c'est ce que j'appelle le pouvoir pédaler. En deuxième moyen arrive le savoir pédaler, avec de la formation pour nos enfants, avant leur arrivée au collège. Quelques formations ici et là pour les adultes, portées à bout de bras par des bénévoles d'associations. Alors oui, bien sûr, c'est bien, il faut les encourager, tout ça, ça s'accélère. Mais ce programme qui se met en place, c'est encore aujourd'hui très laborieux, c'est encore long, c'est encore très long. En 3, ce que le plan vélo appelle la culture vélo. Il y a bien quelques initiatives, comme ces journées par exemple, CoRecycle. Alors on ne va pas parler de moyens financiers, mais posons-nous la question, qui sont les participants ? Comment les pouvoirs publics encouragent et mettent en avant ces journées ? Au fait, je pense qu'elles attirent principalement des convaincus de la petite reine. Nous sommes donc entre nous, nous nous écoutons entre convaincus. Dès lors, selon moi, la question essentielle est comment amener au vélo des personnes qui ne sont pas convaincues par l'usage de cet objet ? Alors on peut le faire par la contrainte, c'est une possibilité. Se déplacer en voiture est un enfer, je prends donc mon vélo. Mais pourrions-nous créer une démarche plus positive ? Je pédale parce que j'ai envie de pédaler. À mon avis, en créant du désir autour des pratiques du vélo, en sortant du côté utilitaire de cet objet, en poussant principalement l'aspect loisir du vélo et de la bicyclette. Le vélo, ce n'est pas technique, c'est un jeu d'enfant même. Le vélo, ce n'est pas aller du point A au point B. Ça, c'est pour le train, c'est pour le métro, c'est pour la voiture. Le vélo, c'est naviguer entre A et B, c'est vivre sa ville, c'est vivre son trajet, c'est sentir son environnement, c'est ressentir son corps. C'est bien autre chose que juste aller du point A au point B. Alors les anti-vélos, ils peuvent s'opposer aux infrastructures, mais c'est quand même beaucoup plus difficile pour eux de s'opposer à des personnes qui ont envie de pédaler et qui ont le besoin de pédaler. Alors je suis pas naïf, je suis pas non plus un éternel optimiste. Certains qui auront essayé de se mettre au vélo n'y passeront pas, ils reviendront dans leur voiture. Fair enough, laissons-les dans leur voiture. Par contre, je suis certain que, et c'est ma vision, insister sur le vouloir pédaler, ça devrait être l'unique objectif. Une pub dans les années 90 disait « Sans maîtrise, la puissance n'est rien ». Pourrions-nous dire à propos du vélo, sans désir de pédaler, l'infrastructure cyclable n'est finalement pas grand-chose. Merci à tous, je vous souhaite de bons échanges fructueux. Donc voilà la discussion lancée. Louis Bellenfant, êtes-vous en phase avec Jérôme Sorel ? Plus que le vouloir pédaler, il nous faudrait insister sur le pouvoir pédaler ? Alors, je reconnais bien Jérôme sur cette analyse, il m'en a souvent parlé, et puis c'est une analyse qui pousse un peu contre ce que font les associations aujourd'hui pour promouvoir l'usage du vélo. Moi, je lui ai dit, en fait, Jérôme, ton approche, elle est tout à fait complémentaire de la nôtre, parce qu'effectivement, il faut du désir, mais pour pouvoir assouvir son désir, il faut pouvoir l'assouvir. Donc, en fait, Jérôme, des gens qui veulent faire du vélo, moi, j'en connais plein, j'en ai plein autour de moi, mais il y en a plein qui ont ce désir frustré.
Jérôme, lui, il a cette chance de ne pas avoir frustré son désir. Il est sur son vélo. Quand je le vois rouler en ville, il a l'air très à l'aise, très confiant, très. Mais en fait, moi, je connais plein de gens qui sont très frustrés de ne pas pouvoir assouvir ce désir de vélo. Et en fait, la question de comment on peut permettre aux gens d'assouvir ce désir de vélo, eh ben, la réponse, Jérôme, je suis désolé pour lui, elle passe par l'infrastructure. C'est-à-dire que certes, il dit que ça prend beaucoup de temps, mais finalement, par rapport à une autoroute, il y a des gens là qui sont allés à l'échangeur Playel, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Ce qu'on a vu avec les coronapistes que les gens ont emprunté, c'est que finalement, ça peut prendre 2 mois de faire des pistes cyclables. Et en 2 mois de pistes cyclables, on a permis à des milliers de gens qui avaient ce désir de vélo, et aussi tout simplement ce besoin, parce qu'ils n'avaient pas envie de se remettre dans les transports en commun ou dans leur voiture, de pouvoir faire du vélo. Donc en fait, j'ai envie de dire, l'approche de Jérôme, oui, il faut du désir, mais il faut aussi pouvoir se déplacer à vélo. Et ça, vraiment, c'est les pistes cyclables. Et je pense que Johan, tu me compléteras, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste et sur lequel les politiques, voilà, il faut insister auprès d'eux. Vous savez quoi ? On va lui envoyer du coup le podcast, comme ça il aura votre réponse. Avec plaisir. Alors avec le collectif Vélo Île-de-France, vous portez notamment le projet RER-V et la campagne Yes We Bike. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces initiatives ? Alors justement, le principe, le constat aujourd'hui, c'est qu'en Île-de-France, on a 6000 km d'aménagement cyclable, mais on n'a que 2% des gens qui se déplacent à vélo. Et pour autant, on cesse d'entendre des gens qui nous disent « mais j'ai envie de me mettre au vélo, j'aimerais pouvoir me mettre au vélo ». 2% en Île-de-France en 2021 seulement ? C'est des chiffres, c'est à la louche, mais on doit être encore autour de 2%. Et pour autant, il y a plein de gens qui aimeraient se mettre au vélo. On a même des gens qui ont arrêté le vélo, qui essayaient lors d'une grève, et puis qui faisaient 1 fois, 2 fois, qui arrivaient tout transpirant, qui disaient « mais c'était horrible, dès que je peux, je reprends ma voiture ou les transports en commun ». L'expérience n'était pas du tout cool. Même nous, entre associatifs, venir se voir pour faire des assemblées générales, c'était un enfer. Il fallait bien choisir le lieu, mais grosso modo, venir se voir à vélo les uns les autres, ce n'était pas possible. Fort de ce constat-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui cloche ? On a regardé ailleurs, et en fait, ce qui manque, et ce qu'il y a pour tous les autres modes de transport, c'est un réseau. Vous avez un réseau de transport en commun qui fonctionne bien, vous avez métro, RER, tout ça, c'est dense, c'est connecté, c'est évident. Vous avez un réseau routier, alors celui-là, c'est le plus complet de tous. Ça va de l'autoroute à la nationale, départementale, à la route communale, avec les panneaux, des couleurs qui vont bien. Enfin, c'est d'une évidence. Franchement, l'automobiliste, il râle, mais il a le système le plus simple de tous. Puis vous avez le cycliste, et lui, c'est démerde-toi. Vous avez 500 mètres d'aménagement cyclable, ça s'interrompt à l'endroit le plus dangereux. Ça reprend ensuite sur 200 mètres absolument dégueulasses de bandes cyclables. Bref, et en plus, il faut qu'il se repère lui-même parce qu'on fait le pari qu'il a un bon sens de l'orientation, pas besoin de panneaux, pas besoin d'indications. Et en fait, ce qui lui manque aux cyclistes, c'est comme aux autres modes de transport, c'est un réseau de transport efficace, continu, cohérent et sécurisé. Alors ce fameux RER-V, voilà. concrètement, et donc, ça va concrètement, donner quoi ? c'est de dire... On s'est réunis, ça nous a pris 1 an de travail associatif et on a dit il faut un réseau cyclable en Île-de-France. On a dessiné 9 lignes, on a regardé où est-ce que ça aurait un intérêt, qu'est-ce qu'il faudrait connecter, comment. Et on a dessiné ces 9 lignes, on les a appelées le RER-V parce qu'on s'est dit tant qu'à faire, on va reprendre un mot de l'imaginaire collectif francilien qui percute, donc le RER. En plus, ça fait réseau express régional vélo, V pour vélo. Et ensuite, on a pris notre bâton de pèlerins de lobbyistes du vélo, puis on est allé convaincre les départements, la région. Puis aujourd'hui, la région s'est engagée. Les candidats au régional, sauf un, se sont engagés pour le RER vélo. Donc, on a plutôt bien bossé pour la partie convaincre. Maintenant, ce qu'on veut, parce que c'est bien beau de parler du RER vélo, ce qu'on veut, c'est qu'il se réalise, c'est que demain, effectivement, on puisse rouler sur les lignes du RER-V. Johan Helvig, vous êtes plutôt pour le pouvoir ou pour le vouloir pédaler ? Est-ce que pour vous, ce sont deux démarches complémentaires ? Alors effectivement, je suis assez d'accord avec les propos qui ont été tenus par Louis sur la nécessité d'avoir des aménagements, la priorité qui doit être donnée aux aménagements. Après, quelque chose par rapport à ce que disait Jérôme, c'est sur le coût et la durée, la longueur d'aménagement.
il faut un certain temps pour créer des infrastructures. C'est lourd. Donc souvent d'ailleurs, c'est pas toujours super bien réalisé ensuite. Et là, avec ce phénomène, on en parlera peut-être tout à l'heure, des couronnes à pistes, des pistes cyclables provisoires, on a un réseau qui s'est créé de manière rapide et qui a attiré tout de suite un grand nombre de cyclistes. On le voit, la rue de Rivoli a été fermée à la circulation et tout de suite on a eu une flopée de cyclistes matin et soir. On est entre 15 et 20 000 cyclistes jour. Donc le bilan général est plutôt positif. Plutôt positif. Et on voit que les gens qui ont des vélos dans leur cave les sortent quand on a de l'infrastructure. Donc ils ont ce désir-là, ils ont déjà le vélo à disposition, il suffit de le gonfler et de le maintenir. C'était l'objet du coup de pouce gouvernemental qui avait été réalisé. Et tout de suite, on a eu un appel d'air vers le vélo. Après, on est ici à Pantin, en Seine-Saint-Denis, et c'est vrai qu'il ne faut quand même pas oublier la culture vélo. Et on a des gens ici qui ne savent pas faire de vélo, qui n'ont pas de vélo, qui ont des difficultés à acheter un vélo. Aujourd'hui, un VAE, par exemple, c'est assez cher. Un vélo mécanique neuf, c'est aussi relativement cher. On a un taux de pauvreté quand même important. Donc il faut aussi trouver des solutions pour amener aussi d'autres publics vers le vélo. Et donc cette culture vélo, comment l'accompagner ? C'est quoi la culture vélo pour vous d'ailleurs ? Alors ici au niveau des élections départementales et régionales en Seine-Saint-Denis, on avait proposé pas mal de choses. On a notamment proposé l'achat de vélos par le département pour les collégiens, pour que tout de suite, dès l'enfance, les enfants soient amenés à faire du vélo. Mais il y avait aussi d'autres propositions. On manque cruellement d'ateliers de réparation de vélos en Seine-Saint-Denis, mais ça doit être le cas dans les autres départements, Seine-et-Marne et Hauts-de-Seine. Moins à Paris, concentration de réparateurs de vélos à Paris, et ça a été un vrai problème. On a vu quand il y a eu cet appel d'air vers les nouvelles pistes, tous les réparateurs étaient complètement submergés, et il y a eu cette difficulté-là. Mais d'abord, la priorité, c'est l'aménagement. L'aménagement amène cet appel d'air de cyclistes, qui amène ensuite un cercle vertueux autour de la réparation, de la culture. C'est quand même le nerf de la guerre. Louis Belenfant, sur les coronapistes, est-ce que vous en tirez un bilan positif avec votre association ? Ah, bien sûr. Vu le travail qu'on a fourni pour qu'elles émergent, les heures de sommeil en moins à travailler sur le sujet, non, blague à part, c'est quand même 170 km du jour au lendemain qu'on a été capable d'aménager en Ile-de-France, alors qu'on nous disait là c'est compliqué, là on va pas pouvoir, là les gens sont pas prêts. Et en fait, du jour au lendemain, avec cette crise Covid, on a été capable d'aménager 170 km de coronapistes en 2 mois. Et ces 170 km, en fait, c'est les prémices de RERV. On a commencé à dessiner un réseau cyclable. On a réussi à aménager des longs linéaires, à connecter des linéaires de pistes cyclables. Et on s'est rendu compte en fait que ça marchait. C'est-à-dire que vous construisez une piste cyclable début mai. La semaine d'après, vous avez des milliers de cyclistes dessus. Je connais peu de politiques publiques qui soient aussi rentables et aussi efficaces, à la fois en termes de coûts, de temporalité et de réussite publique. Donc en fait, l'enseignement aujourd'hui, c'est de dire ces 170 km, c'est très très bien. C'est un excellent début, mais ça appelle à faire mieux. C'est-à-dire qu'on avait 40 ans de retard sur les Pays-Bas. Aujourd'hui, on en a 30 parce qu'on a gagné 10 ans de politique cyclable grâce à ces coronapistes, mais on a toujours 30 ans de retard. Donc, ce n'est pas le moment de s'endormir, il faut continuer. Il faut les pérenniser parce qu'il y en a plein qui ont mal vieilli. Des plots éclatés, des peintures effacées. On a beaucoup de retours sur la sécurité, peut-être et doit être améliorée. Donc là, maintenant, on les pérennise, on continue, on va plus loin. Et de quel œil regardez-vous le Grand Paris, ce Grand Paris qui est en train de se tisser à travers la banlieue ? Est-ce que c'est une opportunité pour les cyclistes ? Mais en fait, est-ce que la métropole est la bonne échelle aussi pour créer des infrastructures cyclistes ? Nous, on a une chance formidable ici en Ile-de-France, c'est qu'on a une région pertinente pour le vélo. Vous prenez Auvergne-Rhône-Alpes, vous prenez Occitanie, c'est immense. Dire aux gens, déplacez-vous à vélo sur l'ensemble de la région. Enfin, les distances, c'est pas la même chose. Nous, en Ile-de-France, en fait, quasiment, si on prend surtout le territoire du Grand Paris, c'est une immense ville. Tout est continu, c'est urbain, avec des déplacements très courts. On a une majorité de déplacements qui font moins de 3 km. Donc, en fait, on est la région du vélo. J'ai envie de dire, on pourrait devenir... Pas encore. Non, mais on est la région... On va tenter d'imaginer ça tout à l'heure, oui, mais la région du vélo. Voilà, quand je dis on est la région du vélo, on est la région où le vélo est ultra pertinent. Et on se demande d'ailleurs pourquoi on n'y a pas pensé avant, parce qu'effectivement, nos systèmes de transport en commun, ils sont saturés. Il y a encore 10-15 ans, la solution à tout ça, c'est de dire
on va lâcher 35 milliards et on va faire un super métro. Oui, il y a besoin d'un super métro. Mais pour 35 milliards, alors qu'avec 500 millions d'euros, vous faites le RERV. Donc là, c'est de dire, effectivement, c'est une solution de transport en commun sur un territoire qui est hyper pertinent pour le vélo. Donc allons-y, fonçons. Et c'est bien le message qu'on a porté aux candidats au départemental et régional, dont le second tour est aujourd'hui. Et il est toujours temps d'aller voter pour ceux qui n'auraient pas voté. Johan Elvig, je vous vois acquiescer depuis tout à l'heure. Vous pensez aussi que la métropole est la bonne échelle pour une transition cyclable ? Alors, sur l'aire géographique, on peut peut-être séparer la question en deux questions. Sur l'aire géographique, je suis tout à fait d'accord, c'est tout à fait pertinent. Après, il y a une question, peut-être on n'a pas encore abordée, plus politique. Et là, comme lui a parlé un peu des élections, c'est le moment de l'aborder. On a un problème en Ile-de-France de millefeuille territorial. On a beaucoup de strates territoriales. On a la ville de Paris, on a la préfecture de police, on a les départements, on a la région, on a ce qu'on appelle les établissements publics territoriaux, forme d'EPCI, d'établissements publics de coopération intercommunaux. On a la métropole du Grand Paris, on a un millefeuille très complexe et ça rend très difficile la création d'infrastructures continues et sécurisées. On le voit, c'est Paris qui est un peu la tête du train, du vélo, la locomotive, et les autres communes limitrophes ou les autres départements limitrophes suivent. Et ça ne permet pas d'avoir un réseau tout de suite continu sur l'ensemble de la région. Donc oui, c'est une aire géographique pertinente, mais politiquement, c'est un sujet compliqué. Et le RERV est justement là, et je pense que lui va l'expliquer, pour résoudre cette difficulté politique. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a certains candidats qui ont demandé, je sens que c'est Valérie Pécresse qui a évoqué ce sujet et La République En Marche, de transférer la compétence de la voirie à la région pour qu'elle puisse créer elle-même des infrastructures cyclables. Peut-être qu'on le précise aux éditeurs, mais la région ne peut pas créer d'infrastructures cyclables, ce sont les départements et la ville de Paris qui créent des infrastructures cyclables. Alors pour alimenter votre moulin à réflexion, est-ce que vous êtes allé voir un peu ailleurs, du côté des villes où le vélo est un moyen de transport privilégié ? Je pense notamment à Strasbourg, à Grenoble, à Nantes. On a de plus en plus de grandes villes qui s'y mettent. Oui, bien sûr. Une fois qu'on est dans le milieu vélo, on a une sorte de déformation où, quelle que soit la ville où on va, on essaye de regarder, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ça se passe. C'est très relou pour les gens qui nous accompagnent, d'ailleurs, qui sont là, arrête 5 minutes l'aménagement cyclable, là ça va bien, on fait du tourisme. Mais oui, c'est très intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. En l'occurrence Strasbourg, Grenoble, qui sont deux cas très différents. Strasbourg, vous pouvez nous en parler un petit peu ? Ouais, Strasbourg en fait a fait sa révolution cyclable en même temps que les Pays-Bas, ou quasiment 10 ans après, mais bon, bien en avance sur tous les autres territoires. Donc ça date des années 70-80. Donc ils avaient beaucoup d'avance. Après, c'est la belle endormie. Ils sont, voilà, comme toute personne en avance, quand les autres ne suivent pas, ils se disent, bon, j'ai déjà 19 sur 20, pourquoi continuer de travailler ? Donc Strasbourg, ça s'est un peu endormi. Inversement, Grenoble avait beaucoup de retard. Et ce qui est très intéressant avec Grenoble, c'est que sur le temps d'un mandat municipal, en l'occurrence du mandat écoulé, ils ont complètement transformé la ville. C'est-à-dire qu'ils ont montré... Comment ? Ils ont montré tout simplement qu'avec de l'ambition et de la volonté politique, on pouvait transformer la ville durablement et transformer durablement les usages. C'est-à-dire que eux ont déjà commencé à construire leur RERV qui s'appelle le chrono-vélo. Et vous y allez, c'est évident, c'est marqué au sol, vous avez des super couleurs, vous savez vous repérer, ça vous dit, voilà, l'université de Grenoble, il faut tant de minutes pour y aller par cette ligne du chrono-vélo. Ils ont un système de location de vélo qui est vachement bien fait. Et c'est une ville où on a vu effectivement, entre le moment où on a une personne élue sur le sujet qui est volontariste, qui a envie de développer le vélo, et les premiers résultats, c'est le temps d'un mandat. Donc, en un sens, c'est triste pour nous de se dire qu'on est en retard, mais c'est source d'enseignement de se dire qu'en fait, c'est possible. Sur le temps d'un mandat départemental, sur le temps d'un mandat municipal, pourvu que vos élus le veuillent et que vous ayez voté pour les élus qui le veulent, ça peut aller très très vite, la transformation. Donc c'est en ça que Grenoble est intéressant, au point qu'aujourd'hui Grenoble est surnommée la nouvelle capitale du vélo et a détrôné Strasbourg, qui du coup est obligé de mettre les bouchées doubles et vient d'annoncer un plan de 100 millions d'euros sur le vélo. Donc voilà, ils ne s'endorment pas non plus. Je
Je vous propose de changer un peu de chapitre. On va parler vouloir pédaler. C'est parti. Comment donner envie aux franciliens et aux franciliennes d'enfourcher les vélos au quotidien, même pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude. On va se répéter, mais donc il y a besoin de la piste cyclable, il y a besoin de vélos. Aujourd'hui, il y a aussi une pénurie de vélos, tout simplement, pour les gens qui veulent se lancer à vélo. C'est compliqué de trouver sa monture, puisque le vélo est victime de son succès. Mais je parle plutôt en matière d'imaginaire. Créer un désir, c'est aussi aller plus loin dans la culture vélo, bien, justement. Alors, moi, je rêve qu'avant, j'adore le foot. Je regarde l'Euro en ce moment. Je regarde pas en ce moment même, là, vous n'êtes pas trop frustré? Ah, c'est dur, là. C'est une après-midi. Il y a le Tour de France plus l'Euro de football, mais ça va, je le vis bien. On parle vélo, donc ça me calme. Mais je rêverais qu'avant mes matchs de foot, il y ait autre chose que des pubs pour des voitures. Donc, grosso modo, c'est soit du Uber Eats, je les cite, qui livrent principalement en scooter, comme le montrent pas les pubs. Et c'est principalement des pubs pour des voitures. Des SUV notamment, non? Des SUV notamment, c'est formidable. Il n'y a personne en ville, ils roulent sur des trottoirs, ils roulent dans des paysages qui, je suis sûr, sont à 2 doigts d'être classés zone naturelle sensible. Moi, je rêve de voir des pubs pour le vélo. C'est en ça aussi où, en fait, on est encore des nains. Nous, le vélo, l'industrie automobile en France, c'est énorme. C'est des années d'imaginaire travaillé. C'est une industrie, c'est un budget qui est monstrueux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous, le lobby du vélo. C'est que notre principal concurrent, la voiture, nous a qualifié de lobby ultra puissant. Donc, en fait, quand on existe pour notre adversaire et qu'on existe et qu'on est nommé par notre premier concurrent alors qu'on a des moyens mais microscopiques, ça veut dire qu'on fait du beau boulot, qu'on existe et malgré nos petits moyens et nos petits bras. Johan Elvig, faut-il industrialiser le vélo? On a une table ronde tout à l'heure, on parlait d'artisanat et de vintage. Peut-être que c'est aussi aller à contresens des valeurs du vélo que de vouloir industrialiser à tout prix la production. Alors, je répondrai à cette question dans un second temps, juste pour compléter ce que disait Louis. J'ai lu une étude qui disait que le coût marketing sur la publicité des voitures représente 1 000 € à peu près du coût de la voiture en tant que telle. Donc c'est quand même un coût extrêmement important. Et pas plus tard que cet après-midi, j'ai regardé le Tour de France. J'ai vu une publicité pour voiture qui mélangeait mix à voiture et vélo. Et on voyait en fait des personnes en SUV qui se rendaient sur une voie verte. Donc ils avaient les vélos à l'arrière, accrochés à l'arrière. Et là, au niveau de la voie verte, ils se disent « Ah, mais ça va être trop dur. C'est vraiment horrible cette voie verte, je vais pas la prendre. » Et là, ils se disent finalement « Ah ben non, on fait demi-tour, on va faire une balade en voiture. » Donc ce type de message me rend un peu fou. Je me dis quand même, pourquoi le vélo n'est pas synonyme de liberté. Maintenant, il est dans la pub. Voilà, maintenant, il est au moins dans la pub. On fera un autre podcast encore spécialisé sur les pubs et l'imaginaire lié au vélo. Je pense qu'il y a tout un sujet là-dessus. Alors, pour revenir à la question de la fabrication française, c'est vrai que c'est un sujet très intéressant. Alors, on est très limité. Je n'ai pas suivi ce qu'ont dit nos collègues précédemment. On est très limité en France parce que certains composants ne sont pas fabriqués localement. Donc on dépend notamment d'un célèbre fabricant, c'est japonais je crois. Beaucoup Taïwan. Hein. Beaucoup taïwanais. Et donc on a une limite de fabrication de vélos. Mais on a un vélociste là qui me semble dans les Ardennes est revenu, qui s'est réinstallé, qui avait tout fermé, qui avait tout passé en Chine et qui est revenu s'installer en France. Donc on a un retour en ce moment qui a lieu de l'industrie du vélo, qui produit d'ailleurs beaucoup d'emplois par rapport à cette industrie automobile qui en perd aujourd'hui. Bon, je vous invite du coup à écouter le podcast précédent sur Radio Recyclerie et sur toutes les plateformes d'écoute. Peut-être quand même répondre à la question de est-ce que ça ne trahit pas l'esprit du vélo de parler de vélo industriel. Moi, j'ai juste envie de dire, est-ce qu'on veut du vélo pour des happy few qui peuvent mettre 3-4 000 € dans un vélo ou est-ce qu'on veut du vélo pour tout le monde? Et je pense que l'objet de cette table ronde est bien de se poser la question de comment on massifie la pratique du vélo. Et ça, malgré tout, ce n'est pas quelques artisans, ça ne va pas suffire. En tout cas, sous leur forme actuelle,
ça ne va pas suffire à la fois par les prix, par les quantités qu'ils sont capables de produire. L'époque phare du vélo en France, c'est l'époque où Peugeot produisait des vélos. C'est l'époque où à Saint-Étienne, qui est le berceau de l'industrie française, on produisait beaucoup de vélos. Et effectivement, si on veut que tout le monde puisse s'équiper en vélo à des prix qui soient quand même attractifs, parce qu'ici on est en Seine-Saint-Denis, moi je veux bien, mais en fait la majorité de la population ne va pas se payer un VAE, un vélo à assistance électrique à plus de 1 000 euros. Même avec 500 € d'aide, vous imaginez un reste à charge de 500 €? Donc en fait, nécessairement, et même le vélo cargo qui est très peu industrialisé jusqu'ici, on est sur des vélos à 4 000 €, 3 000 – 4 000 €. Donc en fait, on a beau dire, on a encore des voitures qui, en occasion, sont moins chères que le vélo que vous me proposez neuf. Donc effectivement, pour que ça se massifie, on a toujours besoin des artisans parce que finalement, c'est comme le prêt-à-porter, le luxe. Voilà, il y en a pour tout le monde. On crée du désir, pourquoi pas. Mais si on veut que ça se massifie, forcément, il faudra produire plus de vélos et moins cher. Alors pour terminer cette table ronde, je vous propose un petit exercice d'imaginaire justement autour de la ville cyclable idéale. Alors je vous propose de faire tourner le micro et de compléter cette phrase. Demain, à vélo, la ville sera. Johan Elvig. Sera aux enfants. La ville à vélo sera demain aux enfants. Pourquoi les enfants ont leur place, selon vous ? Parce que si les enfants se sentent en sécurité et qui sont dans les rues, qui jouent dans les rues à vélo ou à pied, la ville sera apaisée, sécurisée, la ville sera reconquise. Ils n'auront plus besoin d'aller au square pour aller jouer, ils pourront aller directement dans la rue. Moi, à la base, je suis alsacien, j'ai une toute petite campagne et nous, on jouait dans un petit village de 300 habitants, on jouait dans la rue. On n'avait pas besoin d'aller dans les squares ou d'aller dans des espaces qui nous étaient réservés. Donc je pense que la ville de demain à vélo sera une ville où les enfants seront à vélo, où les enfants marcheront tout court. Ce sera la ville dont on n'aura pas envie de partir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'urbains ont une sorte de mythologie de la campagne. C'est plus sympa en dehors de Paris, en dehors de la région parisienne. C'est même un phénomène qui touche les grosses villes maintenant. À Nantes, ils trouvent qu'il y a trop de monde, qu'il faut aller à la campagne. Donc en fait, la ville du vélo, ça sera la ville où les habitants ont envie de rester. Je vous invite parce qu'elle sera trop bien. À compléter cette phrase si vous le souhaitez. Un petit peu de public en cet après-midi. La ville cyclable idéale, à quoi elle pourrait ressembler ? Alors, merci de cette intervention. Je me permettrai simplement de rebondir sur la ville dans laquelle on voudra rester. Je me permets de parler en tant que rural. J'ai été très très longtemps rural, avec vraiment la ruralité française profonde. J'ai grandi dans un village de 200 habitants. Je faisais 1 heure de bus tous les matins et tous les soirs pour rentrer du lycée, donc 2 heures de bus par jour. Et moi, j'ai connu je connais toujours les campagnes sans pistes cyclables aussi. Hein, et donc, c'est pas qu'un enjeu urbain. Au contraire, je dirais, c'est encore pire à la campagne parce qu'en ville, on se fait doubler par un bus qui va à 30 km/h. À la campagne, on se fait doubler par un camion qui va à 90 km/h. Donc, sans infrastructure cyclable convenable dans les campagnes, on n'amorcera rien non plus. Ça, c'était juste une première remarque parce que c'est très très important. Il y a beaucoup de déplacements qui sont trop longs à la campagne et qu'on ne peut pas faire à vélo, mais il y a aussi des déplacements qui sont dans un range, dans une dynamique acceptable, entre 5 et 10 km. On peut largement les faire à vélo si les structures sont là pour nous accompagner et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, il y a beaucoup de discours. Et je reviens sur la question de la ville. Demain, la ville cyclable sera... pour moi, l'enjeu, sans rentrer dans la question des smart cities, c'est qu'elles soient intelligentes parce qu'il ne suffit pas d'avoir des structures cyclables pour avoir un bon usage et surtout un bon partage de l'espace public entre les usages. On se rend bien compte en fait que parfois la piste cyclable ou la route, elle est installée au mauvais endroit, d'une mauvaise manière parce que ça n'a pas été intelligemment pensé. Et je pense que les gros progrès qu'il y a à faire, c'est non seulement augmenter les infrastructures, mais surtout augmenter l'intelligence avec laquelle on les installe, parce que des conflits d'usage, il y a que ça dans les villes aujourd'hui, entre les parcs, les routes, et le vélo est en conflit avec les voitures, mais il est aussi en conflit avec les piétons. Et donc, il y a vraiment besoin d'avoir une vision intelligente pour la création de ces structures, parce que c'est ce qui nous tirera tous vers le haut. Et alors, en un mot, la ville cyclable sera intelligente. Demain, la ville cyclable sera plus heureuse
Un peu comme à Copenhague ou Amsterdam, où apparemment sont les habitants les plus heureux en Europe, d'après certaines enquêtes. Donc les pays nordiques en général, la population serait plus heureuse que dans d'autres villes. Merci. D'autres inspirations? Demain, la ville cyclable. Demain, la ville cyclable sera plus douce et plus respirable. Ça nous donne envie. D'autres questions, interventions? Peut-être réagir sur la campagne. Et effectivement, là, on est en ville, on est en plein cœur de ville. C'est pas oublié, en fait, et on en parlait avec Johan aussi avant, de dire que, parce que tu conseilles des territoires plus ruraux, de dire qu'en fait, il y a du vélo pertinent partout, mais pas de la même manière, en fait. C'est pas les mêmes usages. C'est-à-dire qu'à la campagne, si déjà vous pouvez aller au bus ou à la gare à vélo, c'est un énorme plus. Parce que faire effectivement 20-30 km à vélo, ça reste compliqué, ça reste long, même avec un vélo à assistance électrique. Donc à la campagne, en fait, c'est d'autres usages qui peuvent permettre à une famille, par exemple, de se passer d'une deuxième ou d'une troisième voiture, parce que ça arrive souvent qu'on voit devant les maisons autant de voitures qu'il y a d'habitants dans la maison, parfois plus. Mais si déjà on peut éviter ça parce que en fait aller déposer un gamin au bus ou le gamin peut aller au bus lui-même à vélo, voilà, ça va être des infrastructures de rabattement qui vont être hyper pertinentes, de valorisation des chemins agricoles et des voies vertes. On en a plein en fait, des petites routes agricoles qui sont en bitume, qui sont praticables, mais seulement c'est des chemins privés qui sont pas valorisés, pas pensés comme un réseau. Donc ça c'est hyper pertinent pour le vélo à la campagne. Et en ville, là, pour le coup, on a moins d'excuses puisque énormément de trajets sont beaucoup plus courts. Louis Belenfant, merci beaucoup d'être venu. Johan Elving, merci. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces 4 tables rondes du jour autour du vélo. On repart plein d'entrain et à vélo, bien sûr. Je vais à Grenoble, donc il y a un gros contraste quand même. Quand je suis arrivé ici, vraiment, je pensais que j'étais vraiment dans un pays peut-être du tiers-monde, peut-être quelque part à New Delhi, plein de voitures partout qui circulent à vélo sans infrastructure. Donc c'était assez galère, mais je suis assez tenace, alors j'ai quand même fait du vélo. De toute façon, j'ai l'habitude de faire que ça, donc, mais ça s'améliore. Ça s'améliore doucement, mais ça s'améliore un peu. J'habite à Ville-d'Avray, près de Versailles. Quand je suis venu en train jusqu'à Saint-Lazare et après j'ai pris le vélo pour venir jusqu'ici. Moi j'habite dans le quartier de la recyclerie. Je fais tous les jours en vélo, je me déplace qu'en vélo presque. Et depuis la fin du confinement, c'est quand même beaucoup plus pratique parce qu'ils ont installé les autoroutes à vélo, les pistes à vélo. Donc les voitures sont pas contentes, mais moi je suis très contente du coup et je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et c'est complètement possible de se déplacer qu'en vélo dans Paris.